Et donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Françoise Balibar. Donc Françoise Balibar est physicienne, historienne des sciences. Elle est professeure émérite à l'université Paris 7 de Nid-Diderot. Donc elle a beaucoup enseigné la physique et puis s'est spécialisée au fur et à mesure sur l'histoire des sciences et l'épistémologie, avec de nombreux travaux et publications, notamment sur Einstein et la relativité générale dont nous fêtons cette année donc, les 100 ans. Elle a été finie de mettre en place par Einstein donc, en 1915. Et donc ce soir, Françoise Balibar nous présente une conférence intitulée Einstein et la relativité générale. S'il vous plaît. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup d'être venus si nombreux. Est-ce que vous m'entendez? Non? Bon, et comme ça? Non? Ah, peut-être qu'il faudrait que le micro soit plus... Bon, mais je peux parler plus fort. Hein? Bon. Donc, je vous remercie d'être venus si nombreux. Et il ne faut pas que vous soyez venus pour ne rien entendre. Donc, le titre très général, c'est Einstein et la théorie de la relativité générale. Aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre. Eh bien, il y a 100 ans, le 8 septembre 1915, Einstein, selon toute probabilité, devait être dans le désespoir, le marasme, accroché à la fabrication de sa théorie qui n'avançait pas et qui ne marchait pas. Car 1915 a été pour Einstein la pire année, pour plusieurs raisons qui se superposaient et qui se renforçaient l'une l'autre. D'abord, comment se fait-il qu'Einstein n'était pas à la guerre? 1915, c'est la guerre que tout le monde connaît, et Einstein n'était pas au front parce qu'il n'était plus allemand. Alors plus précisément, il était né allemand, et il avait commencé à être élevé en Allemagne jusque vers 16 ans, époque à laquelle, ne supportant pas la discipline des lycées allemands, discipline très militaire, il avait décidé de quitter l'Allemagne pour rejoindre, il faut dire, ses parents qui étaient en Italie, où son père essayait de faire fortune, ce qu'il n'a jamais réussi à faire, en aidant à l'installation de l'électricité en Italie, pays moins développé, dirions-nous aujourd'hui, que ne l'était l'Allemagne, et où, par conséquent, surtout la région où il habitait, c'est-à-dire Ulm, dans le sud de l'Allemagne, et où il installait, il posait des installations électriques, le marché étant déjà complet en Allemagne sur ce plan-là. Donc, il a quitté l'Allemagne à la fois parce que ses parents lui manquaient et parce qu'il ne supportait pas la rigidité militaire des lycées allemands. Ce qui d'ailleurs correspondait à aussi une vision de l'avenir. Il n'avait absolument aucune envie de faire son service militaire dans ce système-là. Donc, arrivé à Milan, il a fini l'année scolaire à ne rien faire, puisqu'il était complètement déscolarisé, mais il a quand même occupé son temps à chercher un endroit où poursuivre ses études. Et il a ainsi eu vent de l'école polytechnique de Zurich, le Polytechnicum de Zurich, où on admettait les candidats sur concours et il n'était pas nécessaire d'avoir passé l'abitur, qui est l'équivalent du baccalauréat,
allemand pour pouvoir se présenter. Il était même en dessous de la limite d'âge et il a été reçu quand même, mais on lui a conseillé, à cause de son âge, de son jeune âge, de faire une année dans une école spéciale qui faisait une préparation, c'était une classe de prépa au Polytechnicum, et d'intégrer, pour utiliser le langage des grandes écoles, d'intégrer l'année d'après. Donc, à ce moment-là, il a abandonné c'était même pour ça qu'il était venu, d'une certaine façon, la nationalité allemande. Il a adopté la civilité suisse. Et quand en 1914, il a été appelé, alors qu'il était déjà assez connu, enfin au point qu'on puisse lui proposer un poste à Berlin, il y avait une clause qui impliquait qu'il devait être de nationalité allemande. En 1914, avant le mois d'août, évidemment. Bien. Et il a résisté et il a finalement obtenu une exception pour lui de ne pas reprendre sa nationalité allemande et de rester suisse. Raison pour laquelle, évidemment, il n'a pas été mobilisé en août 14. Alors, ce n'était pas une situation de tout repos. D'abord parce que c'est pas drôle d'être au front et d'être au fond d'une tranchée, mais c'est pas drôle non plus d'être en dehors du coup. Bon, même si c'est plus confortable, indubitablement. Donc il était là en spectateur, et en 1915, c'est l'année, quand on lit les livres d'histoire, on apprend que c'est l'année où le conflit qui était franco-allemand s'est mondialisé, s'est étendu à l'Empire ottoman. Les franco-anglais, qui étaient appelés les alliés à cette époque-là, ont essayé de neutraliser l'Empire ottoman. C'est la fameuse histoire des Dardanelles, de Gallipoli, etc. Et à partir de ce moment-là, le conflit est devenu général. C'est étendu sur toute la planète, n'exagérons rien, mais en tout cas l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis qui justement sont entrés en guerre après ça, parce qu'en 1915 est aussi l'année où les Allemands ont commencé à torpiller les navires qui faisaient la traversée de l'Atlantique avec les fameux U-boats, c'est-à-dire des sous-marins. Et il y a eu des protestations, etc. Et après ça, les États-Unis sont entrés en guerre. Donc le conflit s'est étendu, et par ailleurs, il y avait évidemment la seule chose à laquelle nous, Français, nous pensons quand nous pensons à 1914, mais l'année dernière, j'ai vu à Berlin une exposition au musée historique sur le conflit 14-18. Alors il apparaît que pour les Allemands, c'était un front, et il y en avait bien plus par ailleurs partout, et que dans cette exposition, on voyait des photos des tranchées, etc., évidemment, mais que ce n'était qu'une partie de cette guerre mondiale. Pour ça, nous avons une vision un peu déformée, parce que pour nous, elle est essentiellement un conflit franco-allemand. Toujours est-il que, donc, on était en pleine guerre, en pleine généralisation de la guerre au point que ça devenait mondial. Les Allemands commettaient des horreurs, ce qui ne veut pas dire que les autres n'en commettaient pas. Tout ça, Einstein le voyait depuis son bureau. Les tranchées étaient bloquées. 1915 est aussi un moment terrible pour l'armée française, parce qu'elle a essayé de débloquer la situation. C'est la bataille de Champagne, qui a été un désastre, 40 000 morts en 20 jours, enfin
horrible. Bon, tout ça n'avait rien de drôle. Alors, d'autre part, Einstein avait donc il était à Berlin, professeur à l'université de Berlin. Les cours continuaient cas un cas. C'était assez bien organisé parce que les permissionnaires avaient des séances spéciales pendant leur permission pour pouvoir continuer à faire leurs études. Bien, donc on ne peut pas dire qu'il n'avait pas de travail, mais il travaillait de ce côté-là, mais il travaillait au ralenti. Par ailleurs, sa vie privée était en morceaux parce qu'il venait de divorcer de sa première femme qui était repartie en Suisse avec les 2 enfants. Bon, ça c'est pas... Et surtout, je pense qu'il aurait dit « et surtout », la théorie sur laquelle il travaillait n'avançait pas. Ça, il était complètement coincé, l'impression qu'il ne s'en sortirait jamais. Et d'ailleurs, une fois qu'il s'en est sorti, c'est-à-dire à la fin de 1915, comme je vais le préciser dans un moment, eh bien, il est tombé malade et il s'est mis au lit pour 1 an. Avec tous les signes de l'extrême fatigue, de l'extrême préoccupation, etc. Bon, donc, il était bloqué à un point sur lequel qu'il lui fallait absolument résoudre s'il voulait pouvoir continuer. En fait, la théorie, il avait commencé à l'élaborer, je reviendrai, à partir de 1907, la théorie que nous appelons théorie de la relativité générale, il l'avait commencé à l'élaborer en 1907, puis de 1907 à 1911-12, il s'était surtout occupé des quanta, et c'est à Prague, où il avait été nommé comme professeur à l'université allemande de Prague, qu'il a commencé à vraiment travailler sur cette théorie. Il a eu besoin pour ça d'apprendre des mathématiques qu'il n'avait pas apprises, ou plus exactement, dont il n'avait pas suivi les cours, car tout ça il aurait dû le savoir, parce que ça lui avait en principe été enseigné au Polytechnicum, mais à l'époque, il choisissait les cours auxquels il voulait aller, et il n'avait pas été aux cours qu'il fallait, qui étaient les cours de Minkowski. Et donc, quand il est rentré, quand il a été nommé en 1913-12, à la fin de 12, mais pour la rentrée 12-13, au Polytechnicum lui-même, et qu'il a quitté Prague, à ce moment-là, il a demandé de l'aide à un ami à lui, qui était un de ses anciens camarades de Polytechnicum, Marcel Grossmann, et à eux deux, ils ont mis au point un premier jet, qu'on appelle Entwurf, ce qui veut dire un envoi, un essai de théorie fondé sur les développements qui n'étaient pas récents à l'époque, mais qui étaient faisaient pas encore partie du bagage des étudiants les plus avancés, de la théorie de Riemann, à la fois sur ce que c'est qu'une variété et sur l'espace et sur la théorie algébrique qu'il en a déduite en même temps, lui, Riemann. Bon. Toujours est-il qu'avec Grossmann, qui était un as du calcul, ils sont arrivés à des résultats, c'est-à-dire à des équations du champ de gravitation. Car l'objectif en 1907 d'Einstein, c'était d'étendre à la gravitation le travail qu'il avait accompli et qui lui avait valu qui est le début de sa gloire, en faisant une théorie qu'on n'appelait pas théorie de la relativité à l'époque, mais qui était une extension de la théorie de Maxwell,
de l'électromagnétisme, dans laquelle il avait justement introduit le principe de relativité dans la théorie de Maxwell, alors que jusqu'alors, jusqu'en 1905, les deux théories, la théorie électromagnétique de Maxwell et la mécanique classique, laquelle était fondée sur le principe de relativité, tout ça je vais y revenir, est passé pour strictement incompatible. Donc en 1905, Einstein, en modifiant l'espace et le temps, je ne reviens pas là-dessus, enfin les concepts physiques d'espace et de temps, avait réconcilié, enfin en somme élargi la portée du principe de relativité, qui jusqu'alors était limité à la mécanique. Il en avait fait un principe général qui réjouissait également l'autre partie de la physique, en somme, la théorie de Maxwell. Donc c'était une très grande unification, une des premières unifications dont allait être marqué le XXe siècle. Donc en 1914, ils avaient publié tous les deux, Grossman et Einstein, un Entwurf d'une théorie de la relativité généralisée et de la gravitation. C'est comme ça qu'ils l'avaient appelé. Là aussi, je vais en reparler. Et il n'avait plus maintenant qu'à poursuivre, d'abord faire connaître leur théorie, la faire discuter, etc., et poursuivre. Bon. Et c'est à ce moment-là que Einstein a cru avoir trouvé une raison qui annulait complètement leur précédente théorie et qu'il a tourné en rond pendant toute l'année 1915 jusqu'au mois de novembre pour essayer de sortir de cette contradiction qui faisait qu'il ne pouvait plus avancer. Ça n'avait aucun sens de travailler sur des équations qu'ils avaient établies en 1913-14, lui et Grossman, mais qui risquaient d'être totalement fausses puisqu'elles étaient incompatibles avec le principe de relativité. Or, elles auraient dû, le principe de relativité était posé à la base de cette théorie. Donc, il y avait quelque chose de manifestement inacceptable. Et donc, dans son bureau, pendant que le sang coulait, Einstein, lui, s'acharnait désespérément sur cette os rencontrée lors du développement de la théorie de sa nouvelle théorie de la gravitation, de sa théorie nouvelle plutôt de la gravitation, et n'en sortait pas. Il tournait en rond, vraiment comme on ne souhaite pas à son pire ennemi. Donc, voilà où en étaient les choses en 1915. Jusque, je l'ai dit, en novembre 1915, car, curieusement, une fois qu'il a eu réglé son problème, et en fait, il a été réglé d'une façon inattendue, à savoir qu'il s'est aperçu que son argument contre sa précédente théorie ne valait pas. On n'allait pas dire on ne peut pas dire que c'était évident que ça n'allait pas, que ce n'était pas un argument, que l'argument ne tenait pas, parce que sinon, à force d'y penser, il aurait certainement. Puis il n'était pas seul, il parlait quand même à d'autres physiciens. Donc il s'est aperçu qu'il y avait une subtilité qui faisait que cet argument qu'on appelle l'argument du trou dans la Vulgate, ou plus exactement dans la Bible de la relativité générale, cet argument ne tenait pas la route et que par conséquent, il n'avait plus qu'à revenir à ces équations de fin 1914. Et ce qu'il a fait, et en 4 semaines,
en novembre, il a réglé la question. Alors c'est assez spectaculaire. On voit novembre, je sais, l'Académie des sciences se réunissait à Berlin une fois par semaine, et c'était à l'époque, peut-être que c'est encore la même chose, on présentait des travaux nouveaux. Ils étaient en général, c'était les travaux de quelqu'un qui était présenté par un académicien. Donc, disons le 4 novembre, quelqu'un a présenté des premiers résultats d'Einstein. Le 11 novembre, de nouveaux résultats. Le 18 novembre, encore. Le 25 novembre, la théorie était finie. Donc, il y a quelque chose d'assez spectaculaire dans ce cheminement qui est vraiment, qui est tout sauf facile et linéaire, contrairement à la manière dont il s'était débrouillé pour fonder la théorie de la relativité restreinte. On a l'impression que ça s'est fait vraiment wunderkind, que ça s'est fait facilement et que tout de suite ça a été reconnu comme tel. Là, il faut saluer évidemment le génie de Planck qui a compris que c'était pas n'importe quoi, parce que c'était quand même quelque chose qui venait d'un non-universitaire de 24 ans. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de systèmes universitaires après ça qui auraient accepté tout de suite une théorie d'un type de 24 ans qui n'a même pas les titres qu'il faut. Toujours est-il que c'était le contraire exactement pour la théorie de la relativité générale. Bien. Alors, ceci c'était en introduction. Mais avant d'en venir à la théorie elle-même, j'espère que vous n'allez pas être trop déçus parce que je vais remettre l'entrée dans la théorie plusieurs fois. Avant donc d'en venir à la théorie elle-même et de retracer les diverses étapes qui ont conduit à la formulation telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, je voudrais faire une remarque de vocabulaire, ou plus exactement, je voudrais critiquer l'appellation courante que nous, en France, nous donnons à cette théorie. Nous disons que c'est dans le meilleur des cas, nous disons théorie de la relativité générale. N'importe qui sait le français, en lisant ça, se demande ce qui est général, si c'est la théorie ou la relativité. Et si maintenant on s'en remet à l'usage, on voit que tout le monde, y compris moi, je m'en suis aperçue là pendant que je vous parlais, dit la relativité générale. Or, en fait, il s'agit d'une théorie générale de la relativité. Évidemment, ça passe complètement inaperçu parce que c'est quand même pas la même chose de faire une théorie de la relativité générale, ce qui suppose que la relativité peut être générale, ou de faire une théorie générale de la relativité étant quelque chose en soi-même pour lequel l'adjectif général n'est pas forcément celui qui pourrait convenir. Alors, c'est ce qui donne si ça porte en soi l'idée que la relativité pourrait être générale, et si elle peut simplement être générale, ça veut dire qu'elle peut être aussi non générale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on tombe dans l'enseignement sur relativité restreinte, et donc en français, nous vivons sur théorie de la relativité restreinte et théorie de la relativité générale. Et à chaque fois, nous pensons, parce que le restreinte et générale sont accolés à relativité, qu'il s'agit d'une relativité restreinte et d'une relativité générale. Et
deux types de relativité. Or, les termes restreint et général ne peuvent pas s'appliquer au concept de relativité. Je vais développer ce point. Et ce que sont ces théories, en fait, ce sont deux théories, l'une restreinte, l'autre générale, de la relativité. Alors, la raison pour laquelle nous sommes embarqués dans ce qui constitue quand même une erreur d'intuition propre à la langue française, je vais en venir aux autres langues dans un instant, c'est quand même, a une explication historique. En fait, le fameux article de 1900, en fait, pendant longtemps, en France, on a parlé de théorie généralisée de la relativité. Et pourquoi pour une raison bien simple, c'est que le fameux article de 1914 écrit en collaboration avec Grossman porte en titre Théorie der verallgemeinten Relativität. C'est-à-dire, alors, il y a allgemein là-dedans, et qui veut dire, qu'on traduit généralement par général, et verallgemeinert. Alors, pour ceux qui ne savent pas l'allemand, ce n'est pas grave, alors avec un E, puisque c'est la théorie. Donc, allgemein, ça veut dire général, le voilà. Et l'allemand, vous savez, c'est un espèce de puzzle, on en rajoute de tout, à gauche et à droite, et ça fait d'autres mots. Donc, quand on met ce suffixe ERT, le E, c'est le signe du féminin. La partie ERT veut dire, et le participe passé, et ce qu'on a mis avant, c'est faire, et faire signifie fabriquer. Autrement dit, ça doit se traduire théorie généralisée de tout ce qu'on voudra, en l'occurrence, la relativité. Donc le généralisé, c'est par rapport à général, c'est la même chose. Isé indique une transformation qu'indique faire, et le fait que c'est été fait et que ça ne soit pas à faire est donné par le RT, de même qu'il est donné par l'accent aigu et dans généralisé, avec un E éventuellement, en français. Donc, initialement, cette théorie s'est appelée théorie généralisée de la relativité. C'est une appellation qui a duré très longtemps qui a duré plus longtemps finalement en France, généralisée, que le Verallgemeinert a duré en Allemagne. En France, par exemple, en 1932, Bergson, qui avait rencontré Einstein en 1922, etc., mais il ne s'était absolument pas compris. Bergson parlait parfaitement l'allemand, c'est pas parce qu'Einstein ne parlait pas le français. Donc, tous les deux, quand ils s'étaient rencontrés, ils ne s'étaient pas compris, mais la conférence qu'Einstein avait donnée au Collège de France avait impressionné Bergson, qui ensuite a écrit un livre qui s'appelle Durée et simultanéité, qui est un des grands livres écrits par Bergson, dans lequel il y a tout un chapitre sur la théorie la théorie généralisée de la relativité. Et mais déjà, il y a un glissement, car Bergson parle de la
relativité généralisée. Il dit bien la moitié du temps la théorie généralisée de la relativité, mais à d'autres moments, il dit la théorie de la relativité généralisée. Bon, évidemment, du point de vue du français, c'est parfait, mais ça ne porte pas la même image. Et d'ailleurs, il en est la première victime, d'une certaine façon, si on considère que se tromper dans un point de physique, c'est être une victime. Quand il parle de relativité incomplète, de relativité unilatérale, bilatérale ou double, etc., etc. C'est-à-dire qu'il applique des adjectifs qui, encore une fois, ne conviennent pas à ce qu'est la relativité du point de vue de la physique. Il les applique, ces adjectifs, à contresens. Bien. Alors, ce généraliser nous permet de comprendre pourquoi, qui a été donc l'appellation relativement commune en France jusqu'avant la guerre. Marie-Antoinette Tonnelat, qui est une épistémologue, une physicienne épistémologue très célèbre, enfin qui fut très célèbre, maintenant il y a longtemps qu'elle est oubliée, mais elle parle de théorie généralisée. Donc l'idée de généralisation a été retenue par les intellectuels français au moins jusqu'à la guerre, avec les inconvénients que ça peut entraîner, parce qu'on ne sait toujours pas en français, quand on parle de la théorie générale de la relativité ou généralisée de la relativité, ce qui est général ou généralisé, si c'est la théorie ou la relativité. Mais en tout cas, ceci explique une particularité de la nomenclature française, qui est que nous parlons de théorie restreinte de la relativité ou théorie de la relativité restreinte. Bon, alors, en fait, on ne pourrait dire que théorie restreinte de la relativité, et c'est le pendant de la théorie généralisée de la relativité, qui est la traduction de l'appellation que lui avaient donnée Grossman et Einstein dans un premier temps. Donc, il y a des cours de relativité restreinte, etc. On comprend bien, la théorie de 1915 est une généralisation de la théorie de 1905, et par conséquent, la théorie de 1905 est une restriction par rapport à la théorie de la relativité, sous-entendu générale ou généralisée, ça dépend de quel point de vue on se place, en 1905 ou en 1915. Donc on comprend bien pourquoi on a cette appellation dans tous les cursus universitaires de théorie restreinte. Mais ce qui étonne en général les Français, qui ne restent pas uniquement à lire du français, c'est que dès qu'ils lisent un peu d'anglais, ils s'aperçoivent que ça s'appelle en anglais Theory of Special Relativity ou Special Theory of Relativity. Or, pour les Français, entre special et restreint, c'est évident que l'un n'est pas la traduction de l'autre et qu'il n'y a pas de... ça ne peut pas exister. Or, en fait, ce special qu'on lit en anglais, et que tout le monde est obligé de lire puisque tout le monde parle anglais, vient en fait de l'allemand, dont c'est une traduction correcte, qui est spécial. Et ce spécial est le mot que lui a donné Einstein pour parler de sa version 1905 de la théorie de la relativité. Elle est spéciale, pendant que la version finale, qui
qui était déjà embryonnaire en 1914, et Verallgemeinerte, et que finalement, Allgemeine Theorie. Donc, Spezial en allemand s'oppose à Allgemein. Et Spezial veut dire particulier, un peu comme quand on dit de quelqu'un, oh, il est spécial celui-là. C'est-à-dire que justement, c'est particulier en français qui conviendrait, qui s'oppose à général. En somme, la théorie de 1905 est un cas particulier de la théorie générale de 1915. Et les Anglais ont repris la même dichotomie, c'est special et general, car special veut en anglais dire particulier. Donc, dans les deux langues, l'original et l'anglais, la différence de nomenclature entre la théorie de 1905 et la théorie de 1915, qui se reflète dans les deux cas par un adjectif, est cohérente. C'est particulier qui s'oppose à général et special, oui, comme special à allgemein et special à general. En français aussi, c'est d'une certaine façon cohérent, puisque la théorie de 1915 est une généralisation de la théorie de 1905. Mais on a pris l'habitude de ne pas voir en ce sens, c'est parfaitement correct. Mais ça ne dit pas ce qui s'est passé, et surtout, ça ne dit pas ce qui est, à quoi s'applique l'adjectif, si c'est théorie ou relativité. Alors, il faut dire qu'en allemand, en général, il n'y a pas de problème. Même maintenant, les gens disent théorie der allgemeinen Relativität ou et il n'y a pas, c'est ce qu'elle est, comme l'a appelé Einstein lui-même. En anglais, on a longtemps dit Theory of General Relativity, ce qui est une erreur, parce que ça laisse entendre que c'est la relativité qui est générale. Alors, c'est pas la relativité qui est générale, c'est la théorie de la relativité qui est générale, c'est la théorie qui est générale. Et en préparant cet exposé, j'ai été heureusement surprise de voir que l'annonce que donne l'Institute of American Physics, qui est le grand Manitou de toutes les commémorations, donc ils annoncent pour 2015 le centenaire de la théorie de 1905, et ils l'annoncent comme le centenaire de la General Theory of Relativity. Contrairement à ce qui, jusqu'à présent, était l'appellation qu'on lit dans de nombreux ouvrages, qui était Theory of General Relativity. Et d'ailleurs, General Relativity, c'est comme en français quand on dit relativité générale, on a enlevé le théorie, et bien justement, c'est dommage parce que c'est pas de ça c'est justement là que il aurait fallu enlever les adjectifs qui vont avec. C'est des théories de la relativité. Bien. Alors, par ailleurs, juste un dernier point de vocabulaire, allgemein, en allemand, ce n'est pas n'importe quel mot, parce qu'il est fait avec gemein qui veut dire commun, ordinaire.
allgemein veut donc dire ordinaire pour tous, commun à tous, etc. Qui d'ailleurs, dans les théories politiques, est une distinction gemein, allgemein, très forte. Mais oui, on voit bien que nous, l'idée de commun, elle ne nous vient même pas à l'idée, parce que quand on dit général ou restreint, et même général et general et special, on ne voit pas une question de commun, de quelque chose qui est en commun ou qui est commun. Et ça, je pense que dans la tête d'Einstein et de ses contemporains, peut-être même de ses compatriotes et descendants des compatriotes, ça reste encore. Et ce que veut dire allgemein, en fait, c'est pas tant général que universel. Alors, ce qui veut dire que la théorie est une théorie universelle de la relativité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus. C'est ça que ça veut dire aussi. Bien. Alors, à force de parler de la théorie, on va savoir si elle est allgemein ou pas, j'en viens à la relativité. Donc, le point que je veux, sur lequel je veux insister, c'est donc, c'était pour ça que je vous ai infligé ce long développement sur le vocabulaire, c'est que, en fait, tout ça, ce sont des théories de la relativité, soit théorie restreinte ou special, soit théorie générale ou généralisée de la relativité, mais c'est toujours de la relativité. Point c'est tout, la relativité, elle n'est pas caractérisable avec des adjectifs. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la relativité? En fait, le mot est apparu très récemment, bien que l'idée, elle, soit quelque chose qui n'a pas attendu le XXe siècle pour se manifester. C'est même cette idée, elle est même tellement importante, vous allez voir tout de suite, comprendre tout de suite pourquoi on doit la considérer comme importante, c'est ce sur quoi se fonde la théorie, se fonde la physique post-galiléenne, c'est-à-dire ce que nous appelons la physique, en réaction ou contre la physique aristotélicienne. Face à la physique aristotélicienne se dresse la physique galiléenne. Alors, Galilée, là, n'est que un signe, enfin, un indice. Il n'y a pas que Galilée qui a produit cette physique-là. Ni même à l'époque de Galilée, il n'y avait pas que lui à penser comme lui. Mais c'est ce qui marque le début de la science moderne, avec tout ce qu'elle a eu comme conséquence, ses développements en mettant l'accent sur l'objectivité, sur l'objet, le sujet, et last but not least, ses rapports avec les mathématiques. Donc, c'est un concept, en fait, relativité. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire si c'est général, double ou unilatéral ou je ne sais pas trop quoi. C'est un concept en soi qui n'a pas de... qui est une idée. Alors, quelle est cette idée? Bien, cette idée est que les lois de la physique, si on pense physique au sens propre du terme, c'est-à-dire l'étude du monde, de la nature, les lois de la nature qui règnent, qui gouvernent la nature, doivent être les mêmes, doivent être invariantes par changement d'observateur.
Autrement dit, Pierre et Paul peuvent être dans des conditions totalement différentes. D'abord, l'un habite en Chine, l'autre habite au Pérou. L'un est petit, l'autre est grand. L'un est en mouvement et l'autre n'est pas en mouvement, etc., etc. En tout cas, Pierre et Paul peuvent s'entendre sur le fait qu'ils voient la même chose. Voix étant pris au sens un peu général, évidemment, l'accent est mis sur la vue, mais ça veut dire observe, avec des moyens d'observation qui ne se réduisent pas forcément simplement à un œil. Donc, la relativité, c'est une exigence, c'est une idée, et le fond de cette idée, c'est celle d'une exigence. C'est-à-dire que si l'on entreprend de décrire la nature, ou de vouloir décrire, si on veut décrire la nature, alors un premier réquisite, et c'est ça la coupure, est que il faut que Pierre et Paul, quelles que soient leurs conditions, conditions au sens même, conditions physiques, conditions, etc., quelles que soient leurs conditions, puissent se mettre d'accord sur le fait qu'ils observent la même chose. Ça ne veut pas dire qu'ils observent la même chose. Ça veut dire simplement qu'ils ont la possibilité de comprendre pourquoi ce qu'ils voient avec leurs yeux n'est pas la même chose, compte tenu de leur différence de conditions, justement. En fait, c'est une idée qui n'a rien de simple, ni qui est assez complexe, et qui est neuve dans l'histoire de l'humanité, pour autant qu'on sache, au XVIe siècle, parce qu'elle n'a pas été mise en exergue comme ça par les Grecs, par exemple, ni par les Mésopotamiens, ni par les Chinois, ni par aucune civilisation, pour autant que l'on sache, n'a été fondée sur le fait que la description de la nature doit permettre à Pierre et Paul de s'entendre sur le fait qu'ils observent la même chose, que c'est la même chose qu'ils observent. Autrement dit, qu'il n'y a pas une nature pour Pierre et une nature pour Paul, ça revient à ça finalement. C'est une extension de cette exigence qui est que si on parle d'une nature dans laquelle nous sommes mais qui nous est extérieure, évidemment, il faut qu'on puisse, en la décrivant, se mettre d'accord sur le fait qu'il s'agit de la même chose. Alors, je n'ai pas vu, mais ça serait intéressant de savoir ce qu'il y a plus profondément derrière cette exigence. Alors, dit en termes de physiciens ou de mathématiciens, c'est très simple. C'est une exigence d'invariance. Bon, on n'a fait que repousser un petit peu la question, mais c'est vrai que c'est ce qui, très exactement, se traduit mathématiquement par le concept d'invariance lors d'une transformation. Car le concept d'invariance, on ne peut pas non plus le balancer comme ça à tort et à travers. C'est invariant dans certaines transformations ou sous certaines transformations, pour traduire un peu plus près de l'anglais. Donc, cette idée-là, elle est apparue quelque part entre Oxford et Florence, comme dit je ne sais plus trop quel grand historien des sciences, à un moment, et elle n'a rien d'évident. Elle a donné lieu à des développements qui eux-mêmes n'ont rien d'évident. On ne peut pas dire que toute la science occidentale, ça soit quelque chose de si simple. Mais alors, effectivement, c'est d'une certaine façon très special. C'est particulier. Et il se trouve que ça a, jusqu'à présent, permis d'obtenir des descriptions de plus en plus cohérentes et de plus en plus satisfaisantes du monde extérieur. Il n'est pas évident que ça continue indéfiniment.
En particulier, on sait quelle difficulté a la biologie à suivre cette exigence qui se traduit par le fait que la biologie, la question se pose de savoir si elle est mathématisable ou pas. Or, l'exigence de relativité, auquel on a donné le mot relativité, on aurait pu l'appeler Scooby-Doo, elle est ce qui permet que l'irraisonnable efficacité, comme en fait il faudrait dire effectivité des mathématiques, qui est le titre donné par un physicien américain, enfin réfugié aux États-Unis, hongrois, juif hongrois réfugié aux États-Unis, qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle Eugène Wigner, qui a écrit un article que tout le monde cite, qui est The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Sciences. Alors, the really unreasonable, le unreasonable, non raisonnable, irraisonnable. Effectiveness, on traduit en général par effectivité, efficacité, c'est plutôt le fait que ça puisse opérer dans le domaine qui va être précisé, dans Natural Sciences. Et c'est qu'est-ce qui est d'une effectiveness irraisonnable? Ce sont les mathématiques. Donc, c'est ce mystère, en somme, ce que note ainsi Wigner, et que beaucoup de gens reprennent parce que, évidemment, la formule est belle, eh bien, c'est l'idée même de relativité. Parce que la relativité, c'est une idée. Alors, à partir de cette idée, il peut y avoir plusieurs réalisations théoriques, c'est-à-dire avec des hypothèses sur la matière, sur le mouvement, sur tout ce qu'on voudra, qui reposent, qui prennent comme point d'appui cette idée, cette exigence. Alors, dans l'ordre historique, il y a eu d'abord la relativité que l'on dit maintenant galiléenne, c'est-à-dire qui porte uniquement sur le mouvement, dont d'ailleurs ça donne une définition, et qui est que les lois de la mécanique, puisque la mécanique, c'est ce qui est au XVIe siècle la physique, c'est-à-dire que la physique en tant qu'étude de la nature est réduite à une étude du mouvement, eh bien, elle repose sur l'idée que les lois de cette mécanique à venir, puisque Galilée est au fondement, doivent être les mêmes pour deux observateurs. Alors, pour Galilée, c'est l'un embarqué sur un navire à vitesse constante et l'autre resté à quai. Avec un des termes moins jolis et plus théoriques, on dira que deux observateurs. Alors, les observateurs, ça deviendra des sujets avec Kant, mais pour le moment, c'est pas très. C'est pas justement le problème est de savoir comment en faire des sujets. Bon, toujours est-il que ces deux observateurs sont en mouvement l'un par rapport à l'autre de translation uniforme. Le reste de ce qui peut les différencier, d'être blanc, d'être noir, d'être petit, d'être grand, d'être brun, d'être, bon, je sais pas moi, d'être sur la Lune ou bien sur la Terre, ça n'a pas d'importance, mais, enfin, je veux dire, ça n'entre pas en considération dans l'énoncé de l'exigence, et cette exigence est que les deux observateurs qui sont en translation uniforme l'un par rapport à l'autre peuvent se mettre d'accord sur le fait que ce qu'ils voient, c'est la même chose, même si les apparences ne sont pas les mêmes. Alors, en translation uniforme, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, mais pour le cas où il y aurait quelqu'un à qui ça poserait une difficulté, eh bien, ça veut dire que Paul est par rapport à Pierre dans un mouvement de déplacement
rectiligne le long d'une droite et à vitesse uniforme, traduit dans des termes qui sont ceux de maintenant, qui évidemment ont pour origine cette coupure dont je parle avec l'introduction de l'idée de relativité. Bon, je dis ça parce que, en fait, le principe de relativité dont je viens de parler, là, celui-là, celui de Galilée, correspond chez Galilée au fait qu'il donne une nouvelle définition du mouvement. Autrement dit, la physique se réduit, c'est-à-dire l'étude de la nature, se réduit au mouvement, mais le mouvement est lui-même défini d'une façon totalement nouvelle. Alors, nouvelle par rapport à quoi? Évidemment, on est bien obligé pour ça de rester dans le cadre européen par rapport à la définition qui en était donnée jusqu'à présent et qui venait d'Aristote. C'est-à-dire que mouvement, c'était à la fois transformation, ce que nous appelons des transformations physiques, le pourrissement, l'ébullition, etc., et le déplacement sans modification, ou le déplacement avec modification, etc., etc. Donc, il y a une simplification opérée par Galilée dans le fait qu'il ne s'intéresse qu'à un seul type de changement. Pour le reste, ça viendra plus tard. Bon. Et l'exigence qu'il introduit, elle ne porte que là-dessus. Alors, premier stade, donc, c'est la relativité de Galilée. Les lois de la physique sont les mêmes pour deux observateurs en translation uniforme l'un par rapport à l'autre. Ce qu'on peut dire aussi, les lois de la physique sont les mêmes pour sont invariantes, pardon, si on remplace les mêmes par invariantes, sont invariantes par changement de référentiel galiléen. Alors, je répète, par changement de référentiel galiléen. Ceci à la place de pour deux observateurs en translation uniforme l'un par rapport à l'autre, en mouvement de translation uniforme l'un par rapport à l'autre. Alors, en effet, parce qu'un référentiel, c'est ce qui tient la place de observateur, c'est-à-dire ce par rapport à quoi ça se rapporte, celui qui observe. Un référentiel inertiel, on dit aussi galiléen, ça veut dire en translation uniforme l'un par rapport à l'autre. C'est simplement, il faut savoir que c'est ça que ça veut dire. Et puis, voilà. Bon. Alors, là-dessus, s'est développée la science physique occidentale, Newton, etc. Et donc, réduite pendant longtemps à la mécanique. Mais dès le début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire avant que Newton soit mort et fini son grand œuvre, dont la dernière édition est de 1722, on avait inclus, on s'était dit que la mécanique n'était pas forcément toute la physique, tout ce qui se passe. Et le premier réflexe avait été de transcrire ce qu'on observe, la couleur, l'échauffement, etc., en termes mécaniques. Ça a été le premier chemin emprunté pour étendre cette physique newtonienne qui, quand même, avait quelque chose d'admirable pour ce qui est de l'astronomie. Ensuite, là-dessus, chemin faisant, cette physique, qu'on disait physique, c'est pour marquer qu'elle n'était pas mathématique. Elle a été elle-même mathématisée, mais partiellement. Et pour en finir, elle a été mathématisée en un système d'équations différentielles, c'est-à-dire au niveau le plus élevé pour l'époque 1805, deuxième partie du XIXe siècle, qui est le système d'équations de Maxwell, l'électromagnétisme de Maxwell, qui est une théorie à la fois de la lumière et du magnétisme, les corps qui s'attirent, et de l'électricité, aussi des corps qui s'attirent ou qui se repoussent. Bien. Alors,
qu'est-ce que c'est que 1905? À quoi ça correspond dans tout ça? Eh bien, 1905, ça apparaît, c'est, Einstein lui-même le dit, le perfectionnement de la théorie de Maxwell, qui est donc une théorie de l'électricité, du magnétisme et de la lumière. Déjà, le fait que la théorie de l'électricité et du magnétisme soit aussi la théorie de la lumière a quelque chose d'absolument renversant quand on y réfléchit. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué de renverser les contemporains. Bon, toujours est-il que d'un côté, on avait ça, la théorie de la lumière et l'électricité, le magnétisme, etc., électricité qui était en train de devenir une puissance industrielle. Et de l'autre côté, la mécanique qui, elle, est dépositaire du fameux principe d'exigence, d'invariance, sur laquelle repose toute la civilisation intellectuelle et matérielle de l'Europe. Ce qu'a fait Einstein, c'est... Alors, le problème était que ces deux blocs de théorie étaient incompatibles. Autrement dit, la théorie de Maxwell n'est pas invariante par changement de référentiel inertiel. C'est-à-dire, pour deux observateurs, elle n'est pas la même pour deux observateurs en translation uniforme l'un par rapport à l'autre. Et ça, évidemment, c'était quand même très ennuyeux. Alors, il y avait des gens pour dire c'est pas grave, et il y en avait pour d'autres pour dire c'est la fin du monde, la fin de la physique, immédiatement récupérée par ceux qui disaient la preuve, c'est que vous n'êtes pas Dieu. Bon, ce qu'a fait Einstein, c'est de rajouter une deuxième exigence, c'est-à-dire l'exigence sur la validité de la première, qui est le principe de relativité, qui jusqu'alors, parce qu'elle avait été faite comme ça, ne valait que pour la mécanique, et que lui a décidé, du haut de ses 24 ans et de ses études à peine achevées, d'étendre à la théorie de Maxwell. Alors, il n'était pas le seul à avoir cette idée, elle était dans l'air, en particulier, vous le savez très bien, Poincaré avait déjà, qui avait été soigneusement lu par Einstein entre le moment où il a eu fini ses études et 1905, quelques années, donc avait déjà préparé les esprits. Mais en tout cas, ce que veut dire 1905, la théorie de la relativité, la théorie restreinte de la relativité, que nous nommons à tort relativité restreinte, c'est qu'au contraire, il faut généraliser le principe de relativité, l'idée de relativité, à l'électromagnétisme, à la lumière, etc. C'est-à-dire à tout le monde naturel. À l'époque, c'était tout le monde naturel. Bon. Alors, en 1907, en 1905, Einstein publie son truc, il a un post-scriptum qui n'est rien d'autre que delta E égale delta MC2, c'est-à-dire l'équivalence de la masse et de l'énergie, ou la variation de masse et la variation d'énergie, c'est la même chose à un coefficient universel près. Et une chose l'ennuie, c'est qu'il a étendu à ces lois-là, pour étendre à l'électromagnétisme, il a dû modifier les concepts, non pas forcément les idées, mais d'espace et de temps. Et alors, qu'est-ce que ça donne du côté de l'autre partie de Newton, à savoir la théorie de la gravitation, où il y a des distances, il y a des temps, etc. Qu'est-ce que ça devient dans cette nouvelle conception de l'espace et du temps qu'il vient d'exhumer? Donc, il se fixe comme objectif d'intégrer la gravitation à sa nouvelle théorie 1905. Et comme je disais tout à l'heure, pendant 4 ans, il n'y pense pas trop parce qu'il est très occupé par les quantas.
lesquels d'ailleurs ne sont pas sans rapport avec ça. Et en 1900, pendant qu'il est à Prague, il y réfléchit de nouveau et il s'aperçoit alors qu'en fait, il a les moyens de le faire, mais qu'il lui manque de la technique mathématique pour ça. Et c'est là qu'il fait appel à Grossman, son camarade d'études, qui lui a suivi les cours de Minkowski, et tous les deux, ils mettent au point l'Entwurf, l'essai de 1914, qui, malencontreusement, le développement est interrompu par cette idée bizarre qu'a eu Einstein, mais qui en fait n'est pas si bizarre que ça, et surtout, la solution n'a rien d'évident. On peut dire qu'il a combattu des moulins à vent, certes, mais il n'est pas évident que ce soit des moulins à vent. Et qui en un mois, il a terminé une fois qu'il a compris qu'il n'y avait aucune objection à présenter. Bon, ceci évidemment nous emmène loin des considérations sur le périélite de Mercure, sur le redshift, bref, sur les résultats expérimentaux. Mais je pense qu'on viendra vous en parler abondamment dans ce lieu qui est quand même consacré à ça, et que par ailleurs, Einstein ne négligeait surtout pas, tout d'accord avec l'expérience, sauf qu'il s'agit d'une drôle d'expérience, mais ce sont des expériences astronomiques, c'est-à-dire qu'on ne fait pas varier les paramètres comme on veut. Et que ça a eu une grande importance, justement, ces vérifications expérimentales, ou disons plutôt observationnelles, puisque sa vie a été changée du jour au lendemain lorsque l'une de ses prédictions a été vérifiée par une expédition en 1919, c'est-à-dire un an après la fin de la tuerie, par un objecteur de conscience anglais qui avait réussi à obtenir de l'argent de Sa Royale Majesté pour aller observer une éclipse de soleil en deux endroits situés à la latitude de Recife et je sais pas, au sud de Dakar. Voilà, et qu'il est devenu subitement le mythe Einstein, ce qu'il est. Et pour terminer sur une autre note, il a délibérément, on le voit l'écrire, décidé que, et ça me ramène au fait qu'il avait vécu douloureusement le fait de ne pas faire la guerre comme soldat, même si évidemment on ne peut pas rêver mieux, il a décidé à ce moment-là de mettre sa gloire toute nouvelle. Il aurait pu très bien attendre que ça passe et puis donner quelques interviews, revenir à Berlin et puis ni vu ni connu, je t'embrouille. Non, il a délibérément accepté cette célébrité pour pouvoir s'en servir au service des causes qui lui étaient chères, au premier rang desquelles était, à cette époque-là en tout cas, le pacifisme. Pacifisme qu'il a abandonné par la suite, etc., mais je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Eh bien, merci beaucoup pour cette conférence, et puis notamment sur ces discussions de points de vocabulaire. Souvent, les scientifiques ont un peu tendance à vouloir considérer ces questions comme subalternes. Moi-même, je m'en suis aperçue cet été en pensant à ce que j'allais vous dire. donc ça nous a permis de nous poser des questions intéressantes, me semble-t-il. Donc, y a-t-il d'autres questions, des remarques? Oui. Est-ce que j'ai bien compris? Vous trouvez qu'il est anormal de parler de relativité générale? Absolument pas. Mettre la relativité, elle ne peut être ni générale, ni pas générale, ni blanche, ni noire. C'est la théorie qui est générale. Donc, vous auriez dû protester vivement contre le titre de votre conférence. Quand? La conférence à laquelle nous venons d'assister
C'est Oui. Einstein et la relativité C'est générale. justement ce que j'étais en train de vous dire, c'est que cet été, en pensant à ce titre, je l'ai trouvé idiot. Enfin, plus qu'idiot. Merci bien pour la conférence. Alors, excusez-moi, je suis sourde. Oui, alors, je me demandais quelle est exactement la nature du doute qui l'envahissait, enfin un peu plus concrètement, et qui le faisait tourner en rond dans les années 1914-1915, qui l'empêchait de progresser dans sa théorie générale. Alors, attendez. Excusez-moi, je vais venir près de vous parce que Je peux essayer de reposer la question. La question était quelle était la nature des doutes qui l'empêchaient de progresser dans sa mise en place de la théorie générale de la relativité. Oui. Alors, c'était une incompatibilité, donc j'ai dit, entre le principe de relativité et les équations obtenues en 1914. Alors, vous me direz si je parle trop technique. Ces équations, Grossman et lui avaient fixé comme point de départ qu'elles devaient être ce qu'on appelle en mathématiques généralement covariantes. Alors, le général, là, est tout à fait à sa place, parce que ça veut dire par n'importe quel changement de coordonnées. Et covariante veut dire que les expressions varient, mais qu'on peut retrouver en même temps que les coordonnées changent. Alors, par exemple, les référentiels de Galilée, c'est un système de coordonnées, un autre en translation uniforme par rapport au premier, le deuxième en translation uniforme par rapport au premier. Et donc, les coordonnées ne sont pas les mêmes, les coordonnées d'un point, et de temps par tout le marché, mais enfin ça, laissons tomber, ne sont pas les mêmes dans l'un et l'autre référentiel. Et le fait que les lois de la physique doivent être covariantes, ça veut dire que si on peut passer des coordonnées de l'un à l'autre, et à ce moment-là, on obtiendra la même, partant d'une certaine relation entre des grandeurs. Elle est donnée dans un certain système de référence, donc avec des coordonnées x, y, z. Et la relation entre les mêmes choses dans les mêmes circonstances, etc. Dans le deuxième référentiel, qui est en translation uniforme par rapport au premier, eh bien, elle sera donnée dans un système de coordonnées qu'on appellera x', y', z'. Alors, y et z, si la translation se fait selon x, ça sera les mêmes, mais le x' est lié à x, varie avec x, mais d'une façon qui dépend de leur état relatif l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire de leur vitesse relative. Donc, c'est x' égale x moins vt, etc. Bien. Eh bien, si on prend la relation en x', y', z', t' dans le deuxième référentiel, qu'on y remplace x' par son expression en fonction de x, on doit retrouver la même relation que celle qu'a notée l'observateur dans l'autre référentiel. C'est ça ce que ça veut dire, la relativité. En ce sens, ils peuvent se mettre d'accord. Ils ont vu la même chose. Parce que l'un pourra avoir vu quelque chose et l'autre autre chose, mais alors un effet de relativité, est-ce que je me fais comprendre ou pas? Bon, alors, de façon plus élaborée du point de vue mathématique, ça s'appelle, on dit que les relations de la physique sont covariantes lors d'un changement de coordonnées. Bon. Alors, Einstein et Grossman avaient considéré que ça, c'est le cœur de l'idée de relativité. Le fait que, justement, les relations changent en même temps, les relations entre grandeurs changent
conformément, enfin, selon le changement de référentiel, elles ne changent pas de la même façon. Bon. Elles sont covariantes, elles varient avec. Et ils ont donc posé une exigence d'invariance dans des transformations comme étant l'équivalent, la traduction mathématique de l'idée de relativité. Et c'est alors que Einstein s'est fait un argument dans lequel il y avait un changement de référentiel, justement, puis de ce référentiel, on repassait dans les coordonnées du précédent, de celui de départ, et à ce moment-là, on trouvait deux résultats différents pour le même, qui devaient décrire le même événement. Alors évidemment, ça n'allait pas. Et c'est ça qui l'a considérablement ennuyé. Alors, la résolution passe par le fait que, d'abord, si on ne, cette exigence d'invariance, de covariance, ne peut pas être réalisée pour toutes les transformations linéaires. Il faut faire intervenir plusieurs variables. Alors, comme déjà on était passé de 3 à 4 en ajoutant le temps, il faut aussi faire intervenir la variable temps. Alors, ça devient beaucoup plus compliqué à ce moment-là. Mais c'est ça qu'il se passe. Et c'est pour ça, mathématiquement, ça revient au fait qu'on ne peut plus avoir des fonctions, on ne peut plus travailler sur des fonctions, mais sur des relations entre fonctions, mais des relations entre tenseurs. Bon. Je laisse tomber les tenseurs simplement pour dire que c'est un autre type de mathématiques. Bien, et ce dont il s'est aperçu, c'est que, en fait, pour que cette exigence d'invariance soit, de covariance, soit réalisée, il fallait justement que le principe de relativité ne soit pas, pour des transformations qui n'étaient pas linéaires, mais qui étaient beaucoup plus compliquées, il fallait justement le principe de relativité initiale. Autrement dit, il croyait avoir mis en difficulté ces équations au nom du principe de relativité, et en fait, il ne s'était pas aperçu que ces équations obtenues en 1914 ne valaient que si on rajoutait en plus le principe de relativité. C'est-à-dire qu'il était allé suffisamment loin du principe initial pour penser avoir obtenu des équations qui ne dépendaient plus du principe de relativité, et en fait, elles n'étaient vraies qu'à condition d'exiger en plus le principe de relativité. Tout ça, j'ai bien conscience du fait que c'est un peu embrouillé. Si je peux vous rassurer, il y a une littérature comme ça sur l'argument du trou, etc. Et Einstein lui-même, comme il avait beaucoup d'humour, il n'a cessé de faire des blagues sur le fait que ce qu'il y avait de bien avec Einstein, c'était que ça changeait tout le temps. Et il ne s'en est pas sorti pendant 1 an de travail acharné. Bien, nous allons bientôt devoir conclure. Il y a une toute dernière question rapide dans la salle, où nous arrêtons là. Personne n'ose poser une question rapide. Et bien donc, je vous propose d'arrêter là, de remercier de nouveau Françoise Balibar. Merci. Merci à vous.